have to understand specifically what you're dealing with. And without the specific understanding, there cannot be. This is just like in a war. Until you understand the exact nature of the war, what is the war fundamentally about, you can't really design strategies and tactics. And so we are not going to be able, this is why if we look back, things look worse today than they did 50 years ago. You see, because we're not dealing with an analysis. We're dealing with, telling people not to kill each other. We're not dealing because we're not allowed to talk specifically about racism, white supremacy. My purpose as a psychiatrist in talking about this and making an analysis of what we are specifically dealing with is like any other thing in medicine, that you don't just deal with the symptoms of a problem. You have to wonder, well, what is the disease base that the symptoms are a reflection of? And what we have is blocking a discussion, any in-depth discussion of racism, white supremacy. I mean, I'm the only psychiatrist in the United States that has been talking about racism, white supremacy for 40 plus years. I'm the only psychiatrist in the world that is talking about it. Do you see? Because it's like there's a block on, we are not going to talk about it. We can talk about the symptoms. We can have all kind of people come on TV and talk about the symptoms. But we are not going to talk about the problem of racism, white supremacy, because that's the behavior on the part of people who classify themselves as white. And so they have a wall of protection, a steel iron curtain around that specific discussion that gets into what is the white responsibility for the behavior activity that we see on the planet. But I say that those people who are sincerely interested in solving the problem, they have to go in depth to the analysis. And when the Attorney General said, are we a nation of cowards, being unable to talk about racism? And the answer to that has to be yes, we are a nation of cowards, but we can try to find the courage. If I could wave a magic wand, you see, you would have many people who classify themselves as white having the courage to talk about it, as well as black people and other groups of pigmented people being able to talk about this. But there are consequences to be paid, do you see, for going into this no man's land, or where this is not supposed to be discussed. But we are not going to be healthy, functional people, mentally healthy people, until this can take place. Il avait dénoncé dans son dernier discours public à Conakry, lors des obsèques de l'ex-président ghanéen Nkrumah, le cancer de la trahison qui ronge les mouvements africains. Ces propos prennent une étrange résonance aujourd'hui, qu'en Guinée comme en Angola et au Mozambique, plusieurs mouvements réclament un pouvoir que les Portugais n'ont pas encore abandonné. Quoi dire encore? Mais nous devons parler, car sinon, à ce moment, si nous ne parlons pas, le cœur peut éclater. Nos larmes ne doivent cependant pas noyauter la vérité. Nous, combattants de la liberté, nous ne pleurons pas la mort d'un homme, même d'un homme qui a été un compagnon de lutte et un révolutionnaire exemplaire, car comme dit souvent le président Ahmed Sékou Touré, qu'est-ce que l'homme devant le devenir infini et transgressant du peuple et de l'humanité?
Nous ne pourrons non plus le peuple du Ghana bafoué dans ses réalisations les plus belles, dans ses aspirations les plus légitimes. Nous ne pourrons pas également l'Afrique trahie. Nous pourrons, oui, de haine à l'égard de ceux qui ont été capables de trahir Nkrumah au service ignobile de l'impérialisme. Monsieur le Président, l'Afrique, en exigeant par la voix du peuple de la République de Guinée, interprété fidèlement comme toujours par le président Ahmed Sékou Touré, que Nkrumah soit placé à sa place de droit au plus haut cime du Kilimandjaro de la révolution africaine, l'Afrique se réhabilite elle-même devant elle-même et devant l'histoire. Le président Nkrumah, auquel nous rendons hommage, c'est d'abord le stratège génial de la lutte contre le colonialisme classique, celui qui a créé ce que nous pouvons appeler le positivisme africain, auquel il a appelé the positive action, l'action positive. Nous rendons hommage à l'ennemi déclaré du néocolonialisme en Afrique et ailleurs, aux stratèges du développement économique de son pays. Monsieur le Président, nous saluons le combattant de la liberté des peuples d'Afrique, qui a toujours su accorder un appui sans réserve au mouvement de libération nationale. Et nous voulons vous dire ici que nous, en Guinée aux îles du Cap-Vert, s'il est vrai que le facteur primordial pour le développement de notre lutte à l'extérieur de notre pays a été l'indépendance de la République de Guinée, le nom héroïque du peuple guinéen le 28 septembre 1958, il est vrai aussi que si nous sommes partis vers la lutte encouragée, cela a été beaucoup dû à l'appui concret du Ghana et particulièrement du président Nkrumah. Monsieur le Président, nous devons cependant à ce moment nous rappeler que toutes les monnaies dans la vie ont deux faces. Toutes les réalités ont des aspects positifs et négatifs. À l'action positive s'est opposée et s'oppose toujours une action négative et vice-versa. Jusqu'à quel point donc le succès de la trahison au Ghana est-il lié ou non lié à des problèmes de la lutte de classe, des contradictions de structure sociale, du rôle du parti et d'autres institutions, y compris des forces armées, dans le cadre de la nouvelle État indépendant? Jusqu'à quel point, demandons-nous à nous-mêmes, le succès de la trahison au Ghana est-il ou non lié à une définition correcte de cette entité historique et artisane de l'histoire qu'est le peuple et à son action quotidienne en défense de ses propres conquêtes dans l'indépendance? Ou jusqu'à quel point le succès de la trahison n'est-il pas lié au problème majeur du choix des hommes dans la Révolution? Méditer sur cette quelques questions nous permettra peut-être de mieux comprendre la grandeur de l'œuvre de Nkrumah, de comprendre la complexité des problèmes qu'il a dû affronter combien de fois seul. Des problèmes qui nous permettront sûrement de conclure que tant que l'impérialisme existe, un État indépendant en Afrique doit être un mouvement de libération au pouvoir ou il n'en sera pas. Qu'on ne vienne pas nous affirmer que Nkrumah est mort à cause d'un cancer de la gorge ou d'autres quelconques maladies. Non. Nkrumah a été tué par le cancer de la trahison que nous devons extirper. Par le cancer de la trahison dont nous devons extirper les racines en Afrique si nous voulons vraiment liquider définitivement la domination impérialiste sur ce continent. Mais nous, Africains, nous croyons fermement que les morts continuent vivants à nos côtés. Nous sommes des sociétés de morts et de vivants. Nkrumah ressuscitera chaque aube
dans le cœur et dans la détermination des combattants de la liberté, dans l'action de tous les véritables patriotes africains. Nous, mouvement de libération, nous ne pardonnerons pas ceux qui ont trahi Nkrumah. Le peuple du Ghana ne pardonnera pas. L'Afrique ne pardonnera pas. L'humanité progressiste ne pardonnera pas. Then they have been taught. We know the South African issue is an emotional issue in Africa. We know what it means when people say that UNITA is being helped with South Africa. We are reiterating here our position that we are not being helped by South Africa at all. More than that, we want to say this, and publicly. For years, the only liberation movement, I'm saying the only, not MPLA, not FNLA, the only liberation movement which was fighting side by side with SWAPO is UNITA. Now, at this moment when I'm talking, the SWAPO freedom fighters are with us, and not a single one was harmed by UNITA, unless they come out, the SWAPOs, with a statement saying UNITA has betrayed our struggle, UNITA is working with the South Africans. This is a challenge. So that our political bureau will take a stand, never against the liberation of Namibia, because we are committed to the liberation of Namibia. I am suggesting, though, is that if, as you become more successful, will the government not fall more and more upon the Cubans and the Soviets for assistance? My impression is the contrary. I think that the Russians are there, the Cubans are there. It's not UNITA which is calling for the confrontation between the superpowers. One superpower is there. We are trying to get a solution to the problem. It is not the absence of the Americans which can help to find a solution. It is rather your presence which will make the others think and find a solution. You can understand that there are many people in this country who feel distinctly uncomfortable about aiding someone who has been so closely associated with the South African government. I think that we accept that. But the problem is that when you are fighting a war, you have to accept help from wherever it may come. But also, I have to add that we have also support from some African independent countries, from Arab countries. It is not only South Africa which is helping us. But those countries are not particularly eager to have their names made public. I think that what is necessary is to be effective, sometimes not to be public, which is meaningful in the war. Your visit here right now, you say it is to thank those who helped overturn the Clark Amendment. I don't mean to seem too cynical, but you came here for more than that. How much have you achieved? I think it is my third day here in Washington, and I think that I have achieved something. One, I have been talking to people, but the most important thing, I was received this morning by the President of the United States, and I think that it is an honor and an encouragement. All right, Dr. Savimbi, we're going to take a break. When we come back, we'll give one of your critics on Capitol Hill a chance to talk with you directly. Congressman Howard Wolpe, chairman of the House Foreign Affairs Subcommittee. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer.
La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est point une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, Monsieur le Président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique. Mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, l'on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe de tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs,
Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles que l'on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte, et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Monsieur le Président, nous entendons parler de clubs. Club de Rome, club de Paris, club de partout. Nous entendons parler du groupe des 5, du groupe des 7, du groupe des 10, peut-être du groupe des 100, et que sais-je encore. Il est normal que nous créions notre club et notre groupe. Faisons en sorte que dès aujourd'hui, Addis Abeba devienne également le siège, le centre d'où partira le souffle nouveau, le club d'Addis Abeba. Nous avons le devoir aujourd'hui de créer le front uni d'Addis Abeba contre la dette. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons dire aux autres, en refusant de payer la dette, nous ne venons pas dans une démarche belliqueuse. Au contraire, c'est dans une démarche fraternelle pour dire ce qui est. Du reste, les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun. Donc, notre club parti d'Addis Abeba devra également dire aux uns et aux autres que la dette ne saurait être payée. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous parle de dignité. Nous ne pouvons pas accepter que l'on nous parle de mérite de ceux qui payent et de perte de confiance vis-à-vis de ceux qui ne paieraient pas. Nous devons au contraire dire que c'est normal aujourd'hui. Nous devons au contraire reconnaître que les plus grands voleurs sont les plus riches. Un pauvre, quand il vole, ne commet qu'un larcin ou une peccadille, tout juste pour survivre par nécessité. Les riches, ce sont eux qui volent le fisc, les douanes et qui exploitent le peuple. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous After 1 year of structural reforms, a cultural revolution is underway. Africans are far from indifferent to Sankara. He goes further and questions an African society in which men have always dominated women. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. He creates a real shock by being one of the first heads of state in the world to promote women's rights.
dans les établissements. Comment constatons l'émancipation des filles? Il faudrait qu'ici aussi nous commencions à nous débarrasser de cet art féodal. Ce sont des arts féodales, de l'éducation féodale, qui nous a dit que le garçon est toujours au-dessus de la fille. À l'école même, quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas? On les exclut. Mais on ne cherche même pas à savoir si le partenaire avec lequel elle a eu la grossesse là, ne se trouve pas par hasard dans la classe. Et même s'il s'y trouve, on le laisse lui, le garçon. Donc le garçon peut faire autant d'enfants qu'il veut. Dès la 6e, s'il veut, il commence à faire des enfants jusqu'en terminale. On ne le renverra jamais. Mais la fille, même si elle est à un jour de son bac, elle fait un enfant, allez hop, allez, renvoyer. Il y a eu vraiment une politique, ou du moins l'intention de faire une politique pour ramener la femme à un être humain dans la société traditionnelle au Burkina Faso, où certaines traditions sont encore très fortes, comme le mariage forcé, l'excision, et le fait que dans le couple, ce soit l'homme qui soit le commandant dans la famille. Toutes ces choses-là ont été remises en cause et il y a des pratiques vraiment rétrogrades qui ont été combattues. C'est à la faveur de la Révolution que nous avons constaté des femmes engagées aux côtés des hommes avec l'avènement de la formation militaire, où on a vu beaucoup de femmes s'engager. Elles étaient en mesure de faire ce que les hommes pouvaient faire, de manipuler une arme, de marcher au pas, de porter les mêmes tenues que les hommes. Je crois que c'est le premier chef d'État africain qui a donné des postes aux femmes autres que ministre de la condition féminine. Il avait nommé ministre du plan, ministre du budget, et des femmes extrêmement compétentes. Il savait les trouver. À l'occasion de la journée de la femme, le 8 mars, où Thomas a dit que c'est la journée des femmes aujourd'hui, nous allons faire l'exception. Au lieu que c'est la femme qui va tous les jours faire le marché, aujourd'hui c'est leur journée, elles vont rester à la maison et les hommes iront faire le marché à leur place. On a vu les hommes au marché acheter des tomates, des condiments et tout ce qu'il fallait pour la cuisine du jour. Et c'était bien, c'était bien. Se marrer, bon. Les hommes se plaisaient aussi. Mais ils ont pu découvrir, puisque cela a amené certains hommes à connaître les réalités des prix sur le marché. Les maris qui battent les femmes. Le marché. Les maris qui battent les femmes. Les maris qui torturent les femmes. La patrie ou la mort. This was just so good. I got to read this one. You want to hear a poem at the African Poetry Theater? Here where culture is a weapon. All right? The poem is called, it's by Brother Taïmbe, the poem is by Taïmbe Jess. And the poem is, when niggas love revolution like they love the bulls. When niggas love revolution like they love the bulls, youth will wear red, black, and green patches over the emblems on their starter jackets. When niggas love revolution like they love the bulls, brothers will gather regularly at barbershops and corner stops to discuss George Jackson and to discuss the handbook of revolutionary warfare and people's war before they go home to take care of their children each night. When niggas love revolution like they love the bulls, playground basketball courts will become paramilitary training grounds where we learn to shoot guns at the enemy and not baskets for bets. When niggas love revolution like they love the bulls, we will spend hours and hours watching our children grow into soldiers and not basketball players. When niggas love revolution like they love the bulls, we will know CIA stats, FBI stats, infant mortality stats, police brutality stats, political prisoners,
and prisoners of war and literacy training techniques like we know Paxson's shoe size or Shaq's shoe size, or the way we know Rodman or Pippen's rebounds, or Grant's salary, and all the intimate details of Michael's last gambling spree. When niggas love revolution like they love the Bulls, you will be able to ask any youth on the street, who is Sundiata Acoli? Who is Assata Shakur? Who is Sekou Odinga? Who is Ruchell McGee and Jonathan Jackson? You will be able to ask, who is Mutula Shakur? Who is Queen Mother Moore? And they will be able to tell you without skipping a beat. When niggas love revolution like they love the Bulls, you will go on to ask them about Michael Jordan, and they will say, who? When niggas love revolution like they love the Bulls, masses of us will go down to tear up Carolina coroner and his office to find out what really happened to James Jordan instead of waiting on the word of newspapers and sheriff's offices. When niggas love revolution like they love the Bulls, we will show up in Washington, D.C. with the Million Man March, with our God and with our guns. When niggas love revolution like they love the Bulls, they will start to seriously wonder why one Negro putting a brown ball through a white net makes more money in one season than they will make in an entire lifetime, and do something about it. When niggas love revolution like they love the Bulls, you will see Phil Jackson running up and down an empty court minutes before game time screaming, "Where are my niggas? Where are my niggas? Where are my niggas?" as the niggas leave the stadium to go build liberation schools in their community. When niggas love revolution like they love the Bulls, all niggas will refuse to shoot ball with the president with or without their dashikis on. When niggas love revolution like they love the Bulls, will become associated with the sound that CIA agents, snitches, rats, and agent provocateurs who join our organizations and work against the legitimate aspirations of our people who yearn to breathe free, drug dealers and others will make when they are thrown gracefully face first into open manholes. Whoosh. When niggas love revolution like they love the Bulls, Nike will no longer be able to sell $160 basketball shoes in the black community because we would rather spend the money on liberation and revolution. Thank you. When niggas love revolution like they love the Bulls, they will love it more than chitlins, more than All My Children, more than Jerry Curls, more than permanence, more than Cadillacs and Mercedes-Benz and Rolls-Royces and BMWs, cause when niggas love revolution like they love the Bulls, when niggas love their family like they love the Bulls, when niggas love their children like they love the Bulls, when niggas love to be free like they love the Bulls, when niggas love struggle like they love the Bulls, when niggas love dignity like they love the Bulls, when niggas love niggas like they love the Bulls, we will become black people and all the bullshit will hit the fan.